Franck Bournois. Bonjour Jean-Philippe. Franck Bournois, directeur général de l'ESCP. Vous avez coordonné avec Alain Burlot l'enseignement de la gestion en France, identité, défis et enjeux, collection EMS, ouvrage important qui marque vraiment une étape importante à la fois pour regarder d'où nous venons, mais aussi voir où nous allons, où nous en sommes et où nous allons. Et ensemble, on parle donc de là où nous allons, les enjeux et les défis. Et il y a un grand sujet aujourd'hui que vous abordez dans le dernier chapitre, qui est la question du financement. Voilà, l'équation financière, budgétaire des établissements et en particulier des grandes écoles. Alors on sait que c'est au cœur de toutes les discussions, la question des frais de scolarité, qui parfois sont vus comme ayant évolué en angle droit ces dernières années. Vous allez peut-être nous expliquer pourquoi ou nous rappeler pourquoi, même si on le sait, c'est-à-dire des investissements massifs, des besoins d'investissement massifs. Et en même temps, beaucoup de débats autour de la dimension sociale, et notamment ce fameux objectif de 30% d'étudiants boursiers, voire même certains établissements qui remettent en cause la logique du concours. Donc on a beaucoup de sujets à voir ensemble. Donc commençons par le commencement, peut-être les frais de scolarité et une explication à cette question. Alors, une explication dans un contexte français, mais peut-être un peu de perspective internationale, avec des coûts de scolarité dans le monde anglo-saxon ou dans d'autres pays qui sont déjà bien au-delà de ce que l'on connaît en France. On va dire qu'au moment où nous parlons, les frais de scolarité pour le programme Grande École de nos écoles de management se situe autour de 15 000, 16 000 euros, ce qui est considérable. D'ailleurs, on peut aussi le rapporter, pour suivre tout cela, à la part du salaire annuel qu'un jeune diplômé reçoit. Donc, au cours d'une scolarité qui serait de 3 années, 3 fois 15 égale 45, je mets de côté les frais d'hébergement, de résidence et de vie qui compte naturellement, on est à environ 1 an de salaire du jeune diplômé. Donc ça, c'est pour le remettre en perspective, loin des 50 000 $ des universités américaines, et ça, c'est important de le signaler. Cette augmentation qui a eu lieu au cours du temps, en effet, correspond à des investissements en matière de corps professoral permanent, à des investissements dans le numérique et des investissements indispensables dans les infrastructures, dans la qualité de vie des campus dans lesquels vivent nos étudiants. Voilà, donc je crois que ça, ce sont les parties de l'équation. Et évidemment, vous avez raison d'aborder ce qu'on peut appeler l'ouverture sociale. J'ai participé avec les autres collègues parisiens aux matinées avec Martin Hirsch pour le rapport qu'il a ensuite rédigé et remis aux 2 ministres, d'une part Frédérique Vidal et Florence Parly. Les écoles se sont en effet engagées à augmenter les frais qui allaient être pour les écoles dans leur budget autour des bourses. Alors, ce que l'on sait, parce que ça c'est un point important, ce que l'on sait, c'est que le taux de boursiers dans les élèves qui passent le concours, ce taux est connu, puisque sur les environ 9 à 10 000 candidats, le taux de boursiers est globalement autour de 20%, et on sait que les écoles qui sont plutôt dans le haut du tableau auront moins de boursiers que les autres. L'idée n'est pas de se battre pour aller prendre les boursiers du voisin classé derrière soi, mais véritablement, c'est de permettre une information qui fait que les jeunes, et pas simplement ceux qui sont dans les classes prépa, mais qui sont au lycée, qui sont même au collège, que les jeunes sachent que s'ils sont boursiers, eh bien, le fait de rejoindre une grande école de management, ça va être un projet possible et qu'ils seront accompagnés.
Alors, ça, c'est quelque chose de très très fort. J'aborderai après comment une école peut financer tout cela, mais c'est très 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 fort pour moi parce que ça sort simplement de ce ratio des 20% dans la population des gens qui passent le concours. ESCP, nous avons pris deux mesures finalement simples. La première mesure, c'est celle qui est de dire qu'il y a égalité totale des candidats face au concours. C'est-à-dire que l'on a passé des épreuves et que l'on a une place qui est celle qui est attribuée après les écrits et les oraux. Donc la méritocratie. C'est la méritocratie absolue, l'égalité des chances devant le concours. Ensuite, il doit y avoir aussi ce principe très fort, qui est beaucoup relayé aussi par la Fondation ESCP, qui est qu'un étudiant reçu, admis, doit pouvoir faire sa scolarité dans de bonnes conditions et ne pas être amené à renoncer au concours faute de moyens. Et c'est pour ça que dès ce mois de septembre 2021, j'ai pris la décision avec j'allais dire, le conseil d'administration de l'école de dire que tout étudiant boursier d'échelon 4 à 7 qui est reçu, admis à ESCP, aura sa scolarité payée entièrement, à 100%, par l'établissement. Et ce, pendant ces 3 années de scolarité. Ça, c'est un point qui nous fait, j'allais dire, investir sur le long terme, puisque si on est un jeune en classe de seconde, c'est un message très différent que de se dire comment je vais m'y prendre pour faire face à tout cela. Évidemment que dans le meilleur des mondes, et c'est ce que l'on souhaite, il faudrait élargir encore ce taux de boursiers en descendant vers des échelons 3 et puis en l'étendant à l'ensemble d'autres formations de l'établissement. Mais c'est tout ce qu'on va regarder cette année, on va faire une évaluation. Comment ceci peut-il être financé? Ça, c'est une vraie question, puisque ça peut être important dans le budget des écoles. Il y a plusieurs façons. Tout d'abord, je crois que si des établissements opèrent des activités de formation continue, c'est une première source du financement. Et souvent, les entreprises qui envoient leurs cadres trouvent tout à fait compréhensible qu'une partie des revenus de la formation continue aille vers ces publics un peu plus défavorisés, de jeunes de talent qu'elles vont, ces entreprises, ensuite embaucher. Il y a aussi le jeu des fondations. La France a la chance d'avoir ce système fiscal extraordinaire où on peut flécher largement son impôt vers les scolarités. Moi, je suis marqué et toujours très impressionné par le fait que les donateurs les plus engagés, quand je dis engagés, ce n'est pas en montant, mais c'est en intention, ce sont les anciens boursiers. Et on a même un programme qui s'appelle Chance augmentée, où on offre à tout jeune de fin de première année de classe préparatoire la possibilité de venir se faire coacher, de comprendre des épreuves, etc. Qu'il passe d'ailleurs ou non le concours de SCP, puisqu'il y a un projet qui est beaucoup plus altruiste et beaucoup plus large, et c'est financé d'ailleurs par des donateurs anciens de l'école. Donc, dès l'instant qu'on est dans cette philosophie-là, je pense qu'on peut entrer dans une dynamique vertueuse. On est très loin de l'engouement pour les fondations que l'on connaît à l'étranger, aux États-Unis en particulier, mais moi je me réjouis de voir chaque jour les progrès de notre fondation. Et j'y consacre aussi beaucoup plus de temps. Je crois que c'est un devoir moral qui donne beaucoup de sens d'ailleurs à l'action quand on est digne d'une business school que de se consacrer à ces aspects de la gestion de l'école. Premier point, ces frais de scolarité que vous avez rappelés, ça a été le prix à acquitter pour exister au niveau mondial. C'est-à-dire si on veut des grandes écoles d'envergure mondiale, ça suppose des investissements, et c'est ce que vous nous avez rappelé. Oui. Et on est très loin des États-Unis. On est très loin des États-Unis, et c'est un petit peu magique d'ailleurs,
les business schools françaises se retrouvent quand même largement dans le dessus du panier des classements internationaux et du FT, encore une fois. C'est un peu magique. Absolument. Deuxième question, la logique des bourses, ça veut dire aussi une logique de redistribution. Donc parfois, il peut y avoir un peu de contestation en disant, mais finalement, ça veut dire que les autres assument aussi des coûts de scolarité liés aussi à ces objectifs. Il peut y avoir d'autres voies de financement. Et vous évoquez dans ce chapitre le prêt à remboursement contingent. C'est la première fois que moi je lis, je découvre, et qui est une formule extrêmement intéressante. Oui, c'est une formule originale. Encore une fois, sur votre premier point, qui est le fait que d'autres élèves ou d'autres familles vont supporter tout cela, c'est vrai, il y a une forme de solidarité qui s'impose, mais aussi, je redis, la priorité, c'est d'alimenter les bourses et ce PARC, en fait, par à la fois les revenus de la formation continue et par, j'allais dire, les donateurs, grands donateurs, mécènes qui veulent rendre à l'école ce que leur école leur a permis de faire dans leur carrière. Donc sur le PARC donc, qui a été développé, il y a plusieurs types de formules qui existent. On peut emprunter sans taux d'intérêt. On rembourse quand on a un emploi. Quand on a un emploi, tout cela par rapport à la bourse classique entraîne quand même le bénéficiaire dans un cycle de redistribution. C'est-à-dire qu'il est parfois reproché à la bourse d'être quelque chose que le bénéficiaire prend sans aucune obligation de rendre. Mais quand je dis de rendre, ce n'est pas nécessairement du point de vue du montant, mais même du point de vue psychologique. Le fait de savoir que l'on va rendre, ce n'est pas rendre parce que moi, j'ai bénéficié, mais c'est rendre parce que je sais que d'autres ont aussi besoin et que si je fais cet effort qui a été permis par d'autres à un moment, alors, et je vais avoir une forme de contrat psychologique et un contrat spécifique pour rembourser et ainsi faire que d'autres vont être dans la même dynamique de bénéfices et ils pourront faire leur scolarité sans être encombrés par le fardeau de savoir comment on doit payer sa scolarité. Bien sûr, avec un point très, très majeur, hein, c'est l'idée de garantie quand même. C'est l'idée de garantie. C'est-à-dire que... Alors, c'est un des problèmes d'accès au crédit. C'est un des problèmes d'accès au crédit. Absolument. Et ce qu'on n'a pas le temps de peut-être développer trop, c'est le fait que les choses sont parfois, quand on a une nationalité qui est française, on a les banques françaises, mais qui ne vont vouloir prêter qu'aux Français, et ne prêteront pas à des jeunes d'origine de nationalités variées, en particulier s'ils n'ont pas de revenus. Donc il y a ce point-là qui est extrêmement intéressant. Et puis, il y a aussi une difficulté que l'on essaye de contourner, tout cela pour le bien des élèves. C'est qu'il n'est pas toujours simple non plus de faire la part des choses dans des revenus ou feuilles équivalents feuilles d'impôt de parents dans des pays lointains et complexes. Et donc, la capacité... Alors, il y a des comités, on a des comités pour les scholarships, hein, pour les bourses, mais c'est extrêmement complexe. Si on veut garantir l'équité de tout cela, il faut aller parfois très loin dans des systèmes nationaux eux-mêmes très lointains. Très lointains. Merci Franck Bournois. C'est le chapitre 21. Il faut lire absolument les enjeux et les défis. Quel futur? L'enseignement de la gestion en France, identité, défis et enjeux. Merci à vous. Merci Jean-Philippe.